tous, aujourd'hui je vous parle de la deuxième partie de ma vidéo concernant la diplomatie de l'eau. Je vous avais parlé de la manière dont des pays qui sont situés sur ce axe, qui part de l'Albanie, qui rejoint l'Asie centrale avec des pays comme le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kyrgyzstan, les pays d'Asie centrale, la zone où se trouvent les Ouïghours, qui sont une population marginalisée par l'exécutif chinois, jusqu'à l'Asie du Sud-Est, qui compte des pays comme la Malaisie, qui sont des pays industrialisés et qui sont des pays où l'industrie high-tech est très développée. Et je vous avais expliqué les raisons de mon intérêt pour ce axe, notamment la présence de matières premières qui méritent d'être valorisées, exploitées dans le cadre de l'industrialisation, notamment le nucléaire, l'uranium et l'engagement de ces pays pour la non-prolifération nucléaire, ce qui en fait une source, ce qui fait de l'uranium une source d'énergie exploitable pour l'industrialisation et non uniquement pour la fabrication d'armes nucléaires qui menacent parfois la paix dans le monde quand elle ne répond pas aux conventions, aux traités internationaux. Et aussi, mon intérêt pour cette zone, c'est le fait que cette zone est en miroir inversé avec le Sahel, d'où je suis originaire, parce que ce sont des zones où il y a qui se caractérisent par leur richesse géologique. Ce sont des zones qui ont les mêmes caractéristiques géographiques, climatiques parfois, et qui ont été colonisées, eux, par la Russie, par l'Empire soviétique, et ce sont des post-colonies soviétiques, et le Sahel par la France. Donc, c'est un peu le même passé historique. Seulement, eux, ils ont une tradition d'ouverture. Et cela se caractérise par la position, le positionnement de certains pays pour ce qu'on appelle l'Eurasie. C'est un concept. En tout cas, c'est une tradition d'ouverture à l'Occident, mais aussi à d'autres pays musulmans de la zone, à d'autres pays aussi, d'autres cultures. Donc, ça m'a beaucoup intéressée parce que moi, je suis dans une démarche universaliste et humaniste. Donc, ça me permet de rebondir sur la manière dont créer des partenariats. Parce qu'on est ici pour faire des vidéos sur la manière dont on peut développer son influence en tant que décideur politique, en tant que leader, en tant qu'organisation, en tant que pays. Comment on peut développer son influence au sein d'une organisation, au sein d'une entité qui regroupe plusieurs États. Comment une institution internationale peut mieux organiser ses projections ponctuelles sur le terrain, comment des groupes de sécurité peuvent entraîner l'adhésion, engager les parties prenantes, entraîner l'adhésion des populations pour mener leurs actions de protection des populations sur le terrain. Donc, comment créer des partenariats? Il y a trois choses essentielles. D'abord, il faut bien choisir ses partenaires. Il faut avoir la même vision, les mêmes intérêts, mais aussi les mêmes sources de motivation. En ce qui nous concerne, les sources de motivation, ce sont les valeurs humanistes, les valeurs universalistes qui nous poussent, qui nous obligent à nous positionner contre les idéologies sectaires, contre le tribalisme, contre l'intolérance religieuse. Et cette intolérance religieuse, elle concerne aussi bien l'islam que d'autres religions. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'islam qui est à la base de l'intolérance religieuse. Parfois, il y a des communautés, d'autres obédiences religieuses qui sont très sectaires, qui sont intolérantes envers ce même islam-là. Mais on n'en parle pas souvent, ce n'est pas assez médiatisé. Vous avez par exemple les Ouïghours qui sont marginalisés pour leur appartenance religieuse par la Chine, par l'exécutif chinois. Vous avez en Côte d'Ivoire, pour des raisons politiques, on a eu un soulèvement de femmes pendant la crise qu'a connu ce pays, qui a mené à une guerre. On a eu un soulèvement de femmes d'un quartier populaire appartenant à une communauté religieuse. Ce sont des femmes musulmanes appartenant à une ethnie. Et ces femmes ont été violées par des personnes qui étaient censées assurer leur sécurité. On a la première dame, l'ex-première dame de ce pays, qui est Madame Simone Gbagbo, qui a fait une déclaration. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'elles sont allées faire là? C'est-à-dire, elle a eu une déclaration dénuée, elle a eu des propos dénués d'empathie pour ces femmes parce qu'elles n'appartenaient pas à la même communauté religieuse et à la même ethnie qu'elle.
Et c'est une forme d'intolérance religieuse. Même si après, elle a changé de posture, je ne sais pas. Mais je ne suis pas ici pour pointer du doigt. Juste pour dire, c'est un exemple pour dire que l'intolérance religieuse peut être concerner toutes les religions en fait. Et nous, en tant qu'universalistes, en tant qu'humanistes, nous sommes obligés de nous positionner contre l'intolérance religieuse, d'où qu'elle vienne, contre le sectarisme, comme je l'ai dit, contre les idéologies de stigmatisation des autres, de marginalisation des autres, des plus faibles sur le plan numérique, des plus vulnérables, ceux qui sont d'autres ethnies, etc., etc. Nous sommes pour le dialogue des cultures, pour le dialogue des peuples. Donc, je reviens à cette région d'Asie centrale qui concentre beaucoup de matières premières. Et comme je vous l'ai dit, moi, je conseille les décideurs politiques sur les stratégies d'influence. Je m'appelle Aïcha Thierry Atabari, je suis consultante. Et je conseille les décideurs politiques sur les stratégies d'influence alignées avec le développement durable de façon intégrée et qui inclut des domaines comme la santé, l'environnement et le genre. Donc, j'ai parlé dans ma première vidéo de la diplomatie de l'eau. Aujourd'hui, c'est la suite de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de la manière, des problématiques. J'ai fait un peu un état des lieux, l'assèchement de la mer d'Aral dû à l'activité humaine, dû aux activités humaines, à l'utilisation irraisonnée de l'eau pour la culture du coton. J'ai parlé de l'usage de pesticides, de produits toxiques qui sont déversés dans les cours d'eau parce qu'ils ont aussi des fleuves là-bas, ils ont 2 fleuves. J'ai parlé de la gestion commune des infrastructures hydrauliques qui datent de l'époque soviétique et qui ont été construites de telle sorte que les pays ne puissent pas être indépendants les uns des autres. Et ils doivent gérer ensemble ces infrastructures hydrauliques, ce qui peut créer parfois des tensions. Il y a des tensions entre les communautés autour de la gestion de l'eau. J'ai proposé des solutions pour ça, notamment des partenariats avec des pays comme le Canada qui disposent scientifiquement de connaissances capables d'aider ces populations à gérer l'eau de façon intelligente, à moins les exposer à des sources de pollution de l'eau qui peut entraîner des maladies hydriques, qui peut aussi le Canada qui dispose d'une technologie en termes de développement durable, en termes de lutte contre le réchauffement climatique, qui est un facteur qui exacerbe la sécheresse, la désertification et la difficulté d'accès à l'eau. Donc, coopération scientifique, technologique, j'ai abordé ce volet. Aujourd'hui, je parle du volet sécuritaire. Dans le volet sécuritaire, concernant cette diplomatie de l'eau, où des pays d'Asie centrale peuvent développer leur influence en coordonnant mieux la gestion de l'eau autour de la réglementation, autour de la coopération scientifique avec d'autres pays comme le Canada et aussi autour de l'offre sécuritaire. Quelle est l'offre sécuritaire que ces pays peuvent proposer? Parce que je vous ai dit qu'il y avait des conflits armés dans cette zone concernant la région où il y a les Ouïghours, cette population marginalisée, il y a des tensions entre les populations, il y a le terrorisme aussi, parce que le foyer même du terrorisme dans le monde, c'est l'Afghanistan. Ceux qui sont au Sahel, qui parlent de Libye, ils accusent là où ils sont tombés, au lieu d'accuser là où ils ont trébuché. Parce que l'origine même du terrorisme dans le monde, c'est l'Afghanistan, c'est le cœur. Donc, voilà pourquoi des pays comme ceux qui se trouvent en Asie centrale, qui sont des pays qui se caractérisent par leur ouverture à d'autres cultures. Ce n'est pas des pays qui pratiquent un islam fermé. Ils sont ouverts à l'Occident. Le Kazakhstan, c'est un pays occidentalisé, malgré que ce soit un pays musulman qui développe des partenariats avec l'Occident, avec l'Europe, pour la valorisation de ses matières premières, etc. Où il y a des marques de luxe, même européennes, françaises, qui sont là-bas. Ils sont ouverts. En même temps, ce sont des musulmans. Donc, cette région-là, où ils sont exposés à cette menace sécuritaire, le terrorisme, où le cœur du terrorisme, ils partagent des frontières avec des pays où se trouve le cœur du terrorisme, en ouvrant leur espace, en développant des partenariats pour offrir, pour permettre une offre sécuritaire sur le terrain dans la région, ils peuvent développer leur influence en ouvrant, en développant des partenariats avec des sociétés militaires privées américaines par exemple, ou même de certains pays du continent européen, comme l'Albanie,
Ils peuvent permettre une offre sécuritaire qui va répondre aux enjeux, qui va répondre aux besoins des populations. Tout ça, c'est des manières de créer des partenariats et de développer son influence. Parce que, en tant qu'universaliste, en tant qu'humaniste, comme je l'ai dit, on développe des partenariats autour de ces trois axes. La même vision du monde, les mêmes intérêts et la même source de motivation. Et cette source de motivation qui consiste à combattre l'intolérance sous toutes ses formes, qui consiste à combattre le sectarisme, qui consiste à combattre le repli sur soi, elle permet de développer des partenariats avec toutes les personnes, avec tous les peuples, toutes les cultures, avec tous les pays qui partagent les mêmes valeurs. Donc voilà les trois axes. Je vous ai parlé dans ma première vidéo de la diplomatie de l'eau à travers la raréfaction des ressources en eau dans cette zone qui est l'Asie centrale, qui se caractérise par la difficulté de la pratique de l'agriculture, qui se caractérise par l'exposition des populations à des maladies hydriques à cause de la difficulté d'accès à l'eau potable, la raréfaction du bétail qui cause des problèmes d'insécurité alimentaire, et cette raréfaction de la ressource qui est l'eau entraîne des tensions entre les populations, entraîne des tensions entre les pays parce que les infrastructures hydrauliques sont communes. On doit les gérer ensemble, on ne sait pas à qui elles appartiennent vraiment, parce qu'elles datent de l'époque soviétique. Ça crée des tensions entre les États, entre certains États dans cette zone. Je vous ai parlé des conflits armés et avec des populations comme les Ouïghours qui se trouvent à la frontière de cette zone d'Asie centrale, avec le terrorisme dont le cœur se trouve en Afghanistan qui partage des frontières avec cette zone d'Asie centrale, et aussi des tensions entre les populations. Et j'ai proposé des solutions pour les deux premiers axes, c'est-à-dire les risques de pollution ou la difficulté d'accès à l'eau due à l'activité humaine et le réchauffement climatique. Les deux solutions que j'ai proposées, c'est une coopération de ces pays autour de l'axe scientifique, de l'axe technologique pour des politiques de développement durable et pour l'accès à l'eau potable, notamment de réduire les risques de pollution de l'eau en développant des partenariats avec des pays comme le Canada qui sont bien avancés dans ce domaine en matière de développement durable. Une coopération entre ces pays pour la réglementation des activités humaines, donc l'usage de polluants, de pesticides, etc. Réglementer, coopérer pour réglementer, une meilleure réglementation. Et concernant le volet sécuritaire, qui est aussi une menace pour l'accès à l'eau, dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que ces pays développent une offre sécuritaire en développant des partenariats avec des sociétés militaires privées qui partagent les mêmes intérêts qu'eux en termes de lutte contre le terrorisme, dont le foyer se trouve en Afghanistan et avec lesquels ils partagent des frontières communes. Donc, ouvrir des partenariats pour développer une offre sécuritaire avec le secteur privé et certaines sociétés militaires privées du continent européen, comme des sociétés militaires privées d'Albanie, par exemple. Parce qu'ils ont les mêmes intérêts, ils ont la même vision et ils ont les mêmes sources de motivation, c'est-à-dire la lutte contre l'intolérance à travers le contexte eurasique qui est très développé par le président du Kazakhstan. Et ils ont les mêmes intérêts en termes de valorisation des matières premières, d'industrialisation, de non-prolifération nucléaire, utilisation de ces ressources, de ces énergies pour permettre leur industrialisation, pour développer des partenariats avec d'autres pays qui sont alignés avec les exigences du développement durable. Voilà un peu mon petit live d'aujourd'hui. Je vais partager avec vous le lien de ma boutique en ligne où je partage des solutions numériques pour les décideurs en santé. Et je partage aussi des expériences que j'ai eues de conseils de décideurs politiques pour développer leur influence dans des stratégies en lien avec le développement durable de façon intégrée, santé, environnement, genre. Merci, bonne journée.